Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité, dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. Nous sommes dans la plus grande ville du monde. « 1400 km² et une densité de sa population plus élevée que celle de New York, de Tokyo ou de Londres. Mais pour ses 18 millions d'habitants, Mexico n'est pas une simple mégapole de plus, c'est un site à haut risque. D'un côté, l'une des zones les plus exposées aux tremblements de terre. De l'autre, l'un des volcans les plus actifs du monde. Et au-dessous, les fondations instables d'un ancien lac. Mexico est un point chaud du globe où à tout moment, un accident majeur peut se produire. Il va falloir évacuer. Dans le calme, pas de bousculade. Sortez en silence. À partir du moment où l'alarme retentit, ils ont 60 secondes pour rejoindre un lieu sécurisé. Allez, dans le calme et en ordre au point de rassemblement. Tout le monde au point de rassemblement. Aujourd'hui, c'est juste un exercice. Mais le jour où ce sera pour de vrai, vous le regretterez. Je vous en prie, faites-le sérieusement. Pour les enfants de Mexico, cet exercice peut ressembler à un jeu. Mais pour les adultes, c'est très sérieux. En 1985, ils ont survécu à un tremblement de terre. La menace est localisée au large d'Acapulco, sous le Pacifique d'apparence si tranquille. Le long de cette côte, un séisme peut se déclencher à tout moment, car les plaques tectoniques Cocos et Rivera forcent leur passage sous la plaque Amérique du Nord. La zone la plus dangereuse est la faille de Guerrero, car depuis près d'un siècle, la pression s'accumule. Elle est située à 300 km de Mexico. Mais pour ceux qui ont connu le tremblement de terre dévastateur d'il y a 20 ans, c'est encore trop proche. Cette faille est hélas plus proche de Mexico que l'épicentre du tremblement de terre de 1985. Et un séisme pourrait avoir ici des effets destructeurs. Le docteur Juan Manuel Espinosa est à la tête du SAS, le système d'alerte sismique de Mexico. Il a conçu des instruments capables de détecter les séismes. C'est ce qui a motivé le développement et la mise en place de notre système électrosismique. Le long du Pacifique, Mexico est aujourd'hui protégé par le premier système de ce type. 12 stations de captage qui détectent les secousses sismiques. De véritables prophètes de malheur des temps modernes. Le système d'alerte sismique couvre toute la région où un séisme pourrait se produire grâce à des appareils de ce type. Ce sont des capteurs sismiques qui écoutent et analysent continuellement le bruit de la terre. Ils guettent les vibrations et mesurent leur intensité. La magnitude d'un séisme se mesure sur l'échelle de Richter. Presque tout le monde en a entendu parler, mais peu de gens en comprennent le principe. Bien que l'échelle soit en théorie sans limite, les valeurs observées jusqu'ici n'ont jamais dépassé 9,5. Or,
Un seul point de plus après la virgule peut multiplier les dommages. Chaque 0,1 de plus représente 100% de puissance de plus. À Mexico, un séisme supérieur à 7,5 peut détruire des bâtiments. Le tremblement de terre de 1985, qui a dévasté Mexico, faisait 8 sur l'échelle de Richter. Au-delà de 8,5, c'est la catastrophe. Quand un séisme atteint au moins 6 de magnitude, il active une station de captage sismique. Lorsque 2 stations sont activées, elles transmettent un signal à Mexico qui déclenche automatiquement une alarme. À Mexico, le salut de la ville passe par un calcul tout simple qui a déjà fait ses preuves. 14 septembre 1995, 8h04 du matin. Venant du Pacifique, un violent séisme se déplace vers les côtes. 13 secondes plus tard, il est enregistré à la station 11. 4 secondes plus tard à la station 12. Le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter se dirige vers Mexico à une vitesse impressionnante. Mais l'alerte SAS arrive 72 secondes plus tôt. Il n'y aura pas la moindre victime à Mexico. Lorsque l'alarme retentit, une chorégraphie maintes fois répétée se met en place. Les bâtiments sont évacués, le métro s'arrête. L'électricité et le gaz sont coupés pour éviter tout incendie. Et les équipes de sauvetage s'activent. Mais toute la protection civile de Mexico dépend des capteurs sismiques installés sur la côte. S'ils sont en panne, un séisme frappera sans prévenir. Afin d'éviter les pannes, les capteurs sont donc régulièrement contrôlés. Aujourd'hui, c'est au tour d'un capteur de la station San Pedro, près d'Acapulco. Pour Roberto Islas, parvenir jusqu'à la station n'est pas une mince affaire. Accéder aux stations pour faire la maintenance, c'est pas facile. Mais on est motivé parce qu'on sait que c'est un travail important. Pas seulement pour nous, mais pour tous les habitants de Mexico. En cas de tremblement de terre, ça peut sauver beaucoup de vies. Ces appareils hypersensibles doivent être protégés du soleil des tropiques. Et Roberto doit travailler vite. Tous les 2 mois, on effectue une révision des appareils. On vient vérifier les paramètres des capteurs et on contrôle aussi les équipements de communication de la tour. Et avec cet instrument, le multimètre, on mesure les paramètres de tension. Le capteur est en bon état. La sentinelle électronique est à son poste. Dans son éternel combat contre la nature, Mexico reste sur la défensive, toujours aux aguets, sans savoir quand la terre tremblera de nouveau. La plupart des grandes villes se sont établies près des grands fleuves. Mexico, elle, a été fondée sur une prophétie. Selon la légende, un aigle perché sur un cactus et dévorant un serpent fut aperçu sur un îlot marécageux. C'était la vision que les Aztèques attendaient pour bâtir Tenochtitlan, la plus belle cité du monde. Des siècles durant, la ville résista à de terribles catastrophes naturelles. Puis des hommes arrivèrent par la mer, les conquistadors. Ils détruisirent la cité pour y bâtir une nouvelle ville. Des siècles plus tard, les fléaux arrivent toujours par l'océan, où se situe l'épicentre des plus violents séismes qui frappent Mexico.
Ça tremble un petit peu. N'ayez pas peur. 19 septembre 1985, peu après 7 heures du matin, la ville se réveille sous les secousses. Ça tremble encore un peu, mais on va rester calme. On va attendre un petit peu. La retransmission s'interrompt au moment où le studio de télévision s'écroule. Par miracle, les journalistes en sortiront vivants. J'étais en train de m'habiller. Et ma première préoccupation, quand j'ai vu que les chaînes de télé n'émettaient plus, a été de savoir ce qui était arrivé à mon lieu de travail. Jacobo Zabludowski est le journaliste le plus connu de Mexico. Mais en ce jour dramatique, il devient un témoin parmi d'autres. Je me suis précipité ici au studio de télévision. Le seul bâtiment qui tenait encore debout, c'était cet immeuble de 6 étages. Partout autour, là où il y avait des studios télé, des plateaux, des archives, tout s'était effondré. J'étais directeur de l'information de Televisa. Je savais qui était dans l'immeuble détruit à 7h19. Les 7 étages s'étaient affaissés les uns sur les autres, comme un sandwich. Je savais qui était là. J'avais embauché ces gens. Je travaillais avec eux. C'étaient mes collègues. Il y a eu ici une centaine de victimes. On n'a jamais su le chiffre exact. Malgré son chagrin, le journaliste se met immédiatement au travail. Du téléphone de sa voiture, Zabludowski rend compte du désastre. Je suis devant l'immeuble où j'ai passé plus de temps que dans ma propre maison. Et il n'y a plus rien. J'espère simplement que mes collègues de travail et mes amis vont bien. Pour les millions de gens privés d'électricité, les radios à piles sont le seul moyen de se tenir informés. C'est une des pires catastrophes dont j'ai été témoin depuis que je suis né dans cette ville. Sa voix exprime la douleur de toute une ville. Sur l'avenue San Juan de Letrán, c'est le chaos. Comme si une bombe venait de tomber. Pendant qu'un homme rend compte du désastre, un autre tente d'y échapper. Je m'en souviens très bien. Ce coin-là s'est effondré et tous les autres étages ont suivi. Moi, je suis tombé ici et je me suis retrouvé enseveli sous les débris. Pedro Ferriz Decon est devenu depuis un célèbre présentateur radio. Mais en 1985, il a été, comme beaucoup, victime d'une mauvaise construction. La majorité des bâtiments se sont effondrés parce qu'ils avaient été mal construits. Dans notre pays, on doit respecter des règles de construction parasismique. Les autorités ont bien supervisé les plans et l'exécution des travaux, mais les matériaux n'étaient pas d'assez bonne qualité. Les entrepreneurs ont rogné sur l'acier, utilisé du béton de moins bonne qualité. Résultat, des immeubles qui n'auraient jamais dû tomber se sont écroulés. Même des bâtiments importants n'ont pas résisté aux secousses. Pas loin d'ici, il y a l'hôpital national de Mexico. Et lui aussi s'est écroulé. Les hôpitaux, les églises, les stades, les bâtiments publics devraient être construits aux normes antisismiques. Même l'hôpital s'est effondré.
Des bébés, des enfants ont passé 15 jours sous les décombres, sans boire ni manger. Et on les a retrouvés vivants. Ce sont de vrais miraculés qui se promènent aujourd'hui dans les rues de Mexico. Moi aussi, je suis un miraculé. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pedro Ferriz Decon met en lumière une évidence. Ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, ce sont les constructions. Au total, 412 immeubles ont été rasés. Des milliers d'autres ont été jugés irréparables. Personne ne connaît le nombre exact de victimes. Certains ont parlé de 10 000 morts, d'autres de 30 000. L'ampleur des dégâts s'explique par la nature du terrain. Une chose est sûre, le sous-sol de la ville de Mexico n'est pas uniforme. Le docteur Sri Krishna Singh est directeur de l'Institut sismologique de l'Université de Mexico. Dans la cité universitaire où l'on se trouve actuellement, on ne craint rien en cas de tremblement de terre. Le sous-sol est volcanique et relativement dur. En revanche, la région du lac est une zone beaucoup plus vulnérable. Le cœur de la ville a été construit dans le lit d'un ancien lac asséché. Censé apporter de la stabilité, ces fondations agissent en fait comme amplificateurs sismiques. Les ondes sismiques se propagent depuis l'épicentre d'un séisme comme des ondulations sur un étang et perdent peu à peu de leur puissance. Mais pas ici. Dans ce terrain poreux et gorgé d'eau, les ondes sismiques sont amplifiées de 5 à 20 fois. Par un phénomène appelé liquéfaction, le sous-sol se transforme alors en une sorte de gelée et les constructions s'affaissent sous leur propre poids. Ce phénomène d'amplification sismique est tellement notoire ici que les scientifiques du monde entier l'ont surnommé l'effet Mexico. Dans une ville qu'on voudrait à l'épreuve des séismes, le sol meuble pose un véritable problème pour toutes les constructions, qu'elles soient en surface ou sous terre. Le métro de Mexico est le 3e métro le plus fréquenté au monde, derrière Moscou et Tokyo. 176 stations, 207 km de rails et plus de 4 millions de passagers par jour. Mais le plus impressionnant, c'est la façon dont il s'est adapté au terrain. Quand les travaux du métro ont commencé, on s'est aperçu que le sous-sol était très meuble. La construction a donc été très difficile. Ils ont utilisé la technique des parois moulées. 2 tranchées parallèles sont creusées, puis remplies de béton et de tiges d'acier, de façon à former les murs du tunnel. Ce dernier est ensuite creusé entre les 2 parois. Mais les ingénieurs se sont heurtés à un obstacle. Le fameux principe d'Archimède qui permet notamment à un sous-marin de remonter en surface, de plonger ou de flotter. Il fallait que le tunnel pèse autant que la terre déblayée. Moins lourd, il risquait de remonter. Plus lourd, il risquait de s'enfoncer. Or, le tunnel devait flotter dans le sous-sol. Pour obtenir cet équilibre, les ingénieurs ont calibré avec précision le poids des parois pour qu'il corresponde au poids de la terre déplacée. Au-dessus des stations à ciel ouvert, ils ont construit des immeubles afin de compenser la différence. Personne ne savait si cette technique des parois moulées résisterait à un séisme jusqu'en 1985. Le violent séisme a détruit l'hôpital Juárez. Mais la station de métro en dessous n'a pas subi le moindre dégât. Le métro a résisté aux ondes sismiques en flottant dans le sous-sol et a permis d'accéder à de nombreuses zones sinistrées. Pourtant, alors que la construction de tunnels progresse, c'est en surface que les ingénieurs réalisent une authentique prouesse technique.
Pendant que la ville dort, les travaux se poursuivent sur l'un des plus grands projets de l'histoire de Mexico. L'ajout d'un second étage au périphérique. Prévu pour faire 12 km de long, celui-ci est construit au-dessus du périphérique actuel, si souvent embouteillé. Ce second étage est construit non seulement pour résister à un séisme, comme celui de 1985, mais aussi en partie à cause de lui. Car beaucoup de gens ont fui la ville pour aller s'installer en banlieue. La ville a commencé à s'étendre et ça a causé un tas de problèmes. Plus les gens s'éloignent, plus la circulation et la pollution sont intenses. Le tremblement de terre de 1985 a eu l'effet d'un électrochoc sur la ville. Claudia Scheinbaum est chef de projet. L'objectif est de créer un nouveau tronçon à l'ouest de la ville pour que les automobilistes empruntent l'étage supérieur pour les trajets longs et l'étage inférieur pour les trajets courts. Le défi de Scheinbaum est de décongestionner les voies express sans mettre les automobilistes en danger. Pour cela, elle doit dompter un terrain instable. Le second étage sera soutenu par 179 piliers. Chacun d'entre eux fait en moyenne 16 mètres de haut et pèse 100 tonnes. Ériger chaque pilier est déjà un défi technique en soi. Tout d'abord, il faut analyser le sous-sol. Chaque site est différent et les fondations doivent être enfouies assez profondément pour résister aux ondes sismiques. Ensuite, la colonne est érigée et fixée à ses fondations souterraines. Pour fixer le pilier à la semelle en béton, on utilise la technique de post-tension. On installe des câbles et on exerce une tension qui les maintiendra en place 60 ou 70 ans. 50, 60, 70, muchos años. Después de la columna viene una trave. On a également environ 400 poutres à installer de nuit. Et ensuite, il y a les dalles. 2200 pour tout le second étage. La pièce que l'on doit par exemple monter aujourd'hui pèse quelques 200 tonnes. Et il nous est arrivé d'en monter qui pesait dans les 320, 340 tonnes. On les appelle des baleines. Les piliers soutiennent les poutres, qui à leur tour soutiennent les dalles de béton. N'importe quel ingénieur d'un tel projet rencontre une multitude d'obstacles. Mais Scheinbaum doit faire face à un obstacle supplémentaire. Son ouvrage doit résister à un séisme. Ce second étage peut résister à un séisme environ 1,5 fois plus violent que celui de 1985. C'est du moins ce qui a été calculé, mais il peut s'avérer encore plus résistant. Pendant les travaux, il faut absolument effectuer un contrôle de qualité. Même quand l'ouvrage est bien conçu, il arrive qu'il soit mal construit. On le sait, les séismes et les voies surélevées ne font pas bon ménage. C'est pour ça que beaucoup de ponts se sont écroulés. Les pièces n'étaient pas assez bien fixées. En 1989, un tremblement de terre a frappé San Francisco en pleine heure de pointe et des sections du Bay Bridge et de la voie express Nimitz se sont effondrées. Ce séisme a fait 63 victimes. Mexico a retenu la leçon. Au lieu de résister au séisme, la ville bougera avec lui. Ce qui est important, c'est que toute la structure bouge en même temps. Il ne faudrait pas qu'un côté s'écarte dans un sens et l'autre dans l'autre sens. C'est comme ça que ça casse. Cet ouvrage a été conçu pour que l'ensemble se déplace. Si vous vous trouvez sur le second étage au moment d'un séisme, vous aurez sans doute mal au cœur. Mais l'important, c'est que tout bouge en même temps. L'ampleur de ce projet donne le vertige. Sur le second étage, les progrès se mesurent pièce par pièce.
J'espère que ça va s'emboîter. Parfait. Plus que 399 à poser. Ce projet est synonyme du renouveau de la ville. Lorsqu'il a fallu reconstruire après le désastre de 1985, Mexico a dû surmonter sa peur des gratte-ciel, malgré des risques vertigineux. Le défi a été relevé et en voici la plus belle preuve. La Torre Mayor, la plus grande tour. Ce gratte-ciel de 55 étages est le plus haut d'Amérique du Sud. Le président Vicente Fox l'appelle le symbole d'un Mexico nouveau. Et effectivement, 20 ans après le terrible séisme de 1985, Mexico n'a plus peur de regarder vers le ciel. Juste après le séisme, la législation ici a changé. Il était interdit de construire des immeubles de plus de 4 étages. Cette crainte a fini par s'estomper, non seulement avec le temps, mais surtout parce qu'à Mexico, d'excellents architectes ont été capables d'utiliser cette crainte pour réaliser un défi. Faire oublier les ruines du séisme de 1985 en reconstruisant un Mexico nouveau, de nouveaux immeubles et même des gratte-ciel, comme dans n'importe quelle autre mégapole. Et voilà le résultat. L'architecte Arturo Espuro connaît les 77 000 mètres carrés de la Torre Mayor dans ses moindres recoins. La Torre Mayor est l'un des édifices les plus sûrs d'Amérique latine. Elle repose sur du béton, de l'acier et sur les analyses des dégâts causés par les séismes du monde entier. Ce gratte-ciel a bénéficié d'une des technologies antisismiques les plus sophistiquées au monde. Tout a commencé avec l'équivalent architectural des amortisseurs. La structure en acier de cette tour est faite de ces doubles colonnes qui vont jusqu'au sommet de l'édifice. Il y en a aussi en diagonale. La fonction de ces 98 amortisseurs et de ces grandes croix, c'est de maintenir l'immeuble vertical. La Torre Mayor est le premier édifice en Amérique latine à posséder de tels amortisseurs sismiques. Ils sont intégrés directement à sa structure. Durant un séisme, un immeuble conventionnel peut osciller dangereusement. Mais la Torre Mayor n'a rien de conventionnel. En fait, elle peut ployer en 3 dimensions. Fixés à ses traverses, 98 amortisseurs très résistants absorbent le plus gros du séisme. Flexible jusqu'au sommet, la tour est fermement ancrée dans le sous-sol. Elle repose sur 254 piles de béton enfoncées à 60 mètres sous terre, au-dessous de la couche marécageuse, dans un sous-sol plus solide. En théorie, cet édifice peut résister à un séisme de 8,5 de magnitude, une puissance qui ferait s'effondrer la majorité des immeubles de cette taille. Tout cela est parfait en théorie, mais cette théorie a été mise à l'épreuve. En 2003, un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter a frappé la ville de Mexico. Beaucoup de gens dans la Torre Mayor, surtout ceux qui n'avaient pas de lustre leur permettant d'évaluer les mouvements de l'édifice, se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose parce qu'en s'approchant des fenêtres, ils ont vu que beaucoup de gens évacuaient les immeubles voisins pour se regrouper sur le Paseo de la Reforma. Mais certains locataires n'ont absolument rien senti. Les amortisseurs sismiques réduisent tellement l'oscillation de l'édifice que beaucoup ici ne se sont même pas rendus compte de ce qui se passait.
Les séismes tuent de deux façons. Lorsqu'un immeuble s'effondre ou quand les gens paniquent. La Torre Mayor a aussi été conçue en fonction de cela. La Torre Mayor est le seul édifice de Mexico qui est alimenté en électricité par 3 sites différents. Si l'alimentation est coupée dans un de ces endroits, ces commutateurs transfèrent tout le réseau à une sous-station. S'il n'y a pas d'électricité dans cette deuxième station, le commutateur se branche sur la troisième. Ce qui permet d'avoir toujours de l'électricité dans la tour et d'éviter la panique. Les gens ne paniquent pas quand il y a de la lumière. Et ça permet d'organiser une évacuation en toute sécurité et dans le calme. Lorsqu'un séisme frappe, il y a des chances que des gens soient dans les ascenseurs. Mais dans la Torre Mayor, rien n'a été laissé au hasard. Ces ascenseurs se déplacent à 360 mètres par minute. Pour vraiment juger de leur vitesse, il vous faut la bonne perspective. L'atout principal de ces ascenseurs, c'est leur vitesse. Il y en a 20 et ils se déplacent à 6 mètres par seconde. Quand on est au-dessus d'une cabine, on se rend mieux compte de la vitesse avec laquelle les employés sont transportés. Quand les 55 étages de la tour seront entièrement occupés, 8000 personnes pourront se déplacer continuellement à cette vitesse. Ces ascenseurs express sont également équipés de freins assistés par ordinateur, pour que personne ne reste bloqué entre deux étages en cas de séisme. C'est pour ça que le système d'ascenseur possède dans le local des machines un capteur sismique qui détecte la moindre vibration de la Terre. Il bloque alors automatiquement l'ascenseur à l'étage le plus proche pour que les passagers descendent. Mais imaginons le pire. Les accès bloqués en bas et des gens coincés tout là-haut. Aucun problème. La Torre Mayor possède une autre sortie de secours. Ok, opération terminée. Prévenez tout le monde et clôturez la procédure de sécurité. À Mexico, ce gratte-ciel construit pour sauver des vies est une révolution technique qui doit beaucoup à l'évolution de la culture et des normes de construction. La Torre Mayor a permis de briser de nombreux mythes. Les gens étaient par exemple persuadés que la construction de ce gratte-ciel ferait au moins une victime. On parlait d'un mort pour 10 étages en moyenne. Or, il n'y a pas eu d'accident mortel à cette époque-là, ni depuis. Justement parce que la culture a évolué et que Mexico a fait des progrès en matière de sécurité. La Torre Mayor domine Mexico et est devenue un symbole de stabilité. Mais au lointain, un autre symbole rappelle la fragilité des fondations de la ville. Tel le spectre de la terre qui gronde, il projette son ombre menaçante sur la ville. Les Mexicains l'appellent El Popo, un diminutif de son nom aztèque, le Popocatépetl, la montagne qui fume. Et elle fume toujours. Les forces responsables des séismes de la région, la collision entre les plaques tectoniques, ont créé et attisent aussi le Popocatépetl, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Le centre de Mexico se trouve à environ 60 km du volcan. Mais même dans un parc en plein cœur de la ville, on n'est pas à l'abri. Ça, c'est le résultat d'une éruption. C'est une coulée de lave. Certains considèrent que les volcans ne sont pas une menace pour la ville. Mais ils se trompent.
Le docteur Carlos Valdés González est spécialiste en sismologie et volcanologie à l'Institut sismologique. De fait, la moitié de la ville de Mexico repose sur une couche de lave provenant de différents volcans. Mais ces mêmes forces, capables de détruire la ville, lui ont aussi donné vie. La richesse du sol, la forêt, les terres arables, le fait que nos ancêtres se soient installés ici, tout ça c'est lié à la présence des volcans. Sans eux, le sol n'aurait pas été fertile. On n'aurait pas ce climat agréable et les Mexicains ne se seraient pas installés ici. Mais ils vivent ici et doivent donc rester aux aguets. À l'instar des instruments sismographiques utilisés pour détecter les séismes, la ville a recours à une technologie de pointe pour surveiller El Popo. Plusieurs capteurs sismiques sont installés autour du volcan pour mesurer les éventuelles vibrations et en déterminer l'origine. Un autre système de surveillance permet d'observer les déformations du volcan. Si des matériaux remontent dans la cheminée, le volcan va commencer par se dilater de façon imperceptible. On utilise donc notamment un rayon laser qui fait l'aller-retour entre ici et un réflecteur placé dans le volcan. S'il y a la moindre variation de mesure, même une fraction de millimètre, ces instruments sont capables de la détecter. Les capteurs et les lasers ne sont pas les seuls moyens dont ils disposent. On prélève des échantillons de cendres, des matériaux émis par le volcan, et on les analyse. Ce sont des indicateurs de l'activité à venir. Plusieurs caméras surveillent le volcan 24 heures sur 24. Elles sont photosensibles, de sorte que même la nuit, on peut voir si le volcan rejette des cendres, s'il y a des émissions de vapeur d'eau ou de gaz. Et toutes ces informations sont transmises à Mexico. Même s'il n'y a pas constamment quelqu'un ici, on peut connaître l'état du volcan en temps réel, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Depuis 1995, le volcan El Popo fume. Et même sans cracher de lave en fusion, il peut causer des ravages. Même s'il n'y a pas d'éruption, une simple explosion de cendres peut mettre en danger une ville comme Mexico. En entrant en contact avec l'eau, la cendre devient dure comme du béton et pourrait immobiliser toute la ville. Imaginez que la cendre se dépose sur le sol à la saison des pluies. Elle pourrait être embarquée par les eaux de pluie. Et entre autres conséquences, ça boucherait les systèmes d'égout. Et les problèmes d'écoulement pourraient entraîner de terribles inondations dans la ville. Mais ce n'est pas ce qui les inquiète le plus. À la saison sèche, un nombre encore plus grand d'infrastructures pourrait être menacé. Les cendres sont des particules solides. Elles bloquent les ondes radio et peuvent gêner les transmissions aériennes. On aurait donc des problèmes de communication, de transmission de données. Et tous les équipements contenant des composants électroniques seraient perturbés par cette couche de cendres. Et ça pourrait aussi gêner l'alimentation en électricité et provoquer des courts-circuits. La menace est bien réelle. En juin 1997, le volcan a craché une telle quantité de cendres que les transports ont été paralysés. La ville a même dû fermer son aéroport. Le développement de Mexico a rendu la ville plus vulnérable. Plus elle s'étend et plus elle se rapproche du danger. Il y a 50 ans, ce quartier de la ville n'existait pas.
il y avait principalement des champs cultivés. On ne dépendait pas de l'électricité, il y avait moins d'avions. Il est donc important de souligner que l'activité sismique et volcanique du pays n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la nature des activités et du travail de l'homme. Et c'est ce qui nous rend aujourd'hui plus vulnérables à tous ces phénomènes. Cette mégapole connaît les risques auxquels elle est exposée. Volcan d'un côté, séisme de l'autre. Elle ne peut se protéger qu'en anticipant les catastrophes. Entre le volcan El Popo et la faille de Guerrero, les sentinelles de la ville montent la garde. Quand un danger se profilera, ces anges gardiens entreront en action et les alarmes résonneront. Mais les plus en danger ne les entendront peut-être pas. Lorsque la terre a tremblé à Mexico en 1985, des centaines d'immeubles se sont effondrés et des milliers d'autres sont devenus inhabitables. Voici l'un d'entre eux. Et il est pourtant toujours habité. Je suis arrivée de mon village en septembre 1944. J'avais 14 ans. C'est ma mère qui m'a fait venir. Elle travaillait déjà ici. Elle louait une petite chambre et je suis restée ici. L'immeuble de Pilar Valderrama a énormément souffert du séisme. J'étais là-haut au moment du tremblement de terre, mais je n'ai pas paniqué. Quand ça tremble, je reste immobile et je me tiens à quelque chose. C'est beaucoup plus dangereux de se mettre à courir. Un des voisins qui vivait au dernier étage a voulu prendre l'escalier, mais tout s'est effondré et il est mort écrasé. Moi, je suis restée là-haut à attendre que ça passe et après, je suis descendue voir ce qui se passait. L'immeuble a été condamné, mais Pilar est restée. Depuis 1985, l'eau ne monte plus jusqu'ici. On est obligé de la pomper. Je suis pauvre, j'ai des soucis, mais je suis contente d'habiter ici. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? De la verdure, une vue panoramique. Il faut prendre la vie comme elle vient. Ces ruines montrent les insuffisances de la protection contre les tremblements de terre à Mexico. Beaucoup d'immeubles anciens restent vulnérables en cas de séisme. Et de nombreux résidents sont avertis non pas par le SAS, mais par la radio. Si leur radio n'est pas allumée, ils ne seront avertis que par les tremblements. Si je suis dehors, je me rends compte que ça tremble parce que je vois l'eau qui bouge. Mais les alarmes ici, on ne les entend pas. Je m'en remets au Seigneur. C'est le seul qui s'occupe de nous et nous protège. Pas tout à fait. Quand le prochain séisme se produira, Mexico pourra compter sur un ultime moyen de défense. Voici les Condors, une section des forces spéciales de Mexico. Ils sont chargés des évacuations sanitaires vers les hôpitaux de Mexico. En cas de séisme, ils pourraient être les seuls capables d'atteindre à temps les victimes. On part immédiatement. Quand l'alarme retentit, on laisse tomber ce qu'on faisait, on saute dans l'hélicoptère et on décolle. C'était un homme de 60 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. Et il fallait absolument qu'il soit secouru dans les 10 minutes. Edgar Morquecho a intégré l'unité des Condors il y a 6 ans. Pour lui, chaque vol est une répétition pour le jour où une catastrophe se produira.
Aujourd'hui, leurs connaissances leur ont été utiles. C'était très grave. Il a fait des convulsions dans l'hélico et il a fallu s'occuper de lui pour qu'il survive à cette attaque. S'il avait été transporté en ambulance, ils auraient mis environ 40 minutes. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu sauver quelqu'un. Le patient est arrivé en vie et il est maintenant entre de bonnes mains. Tout s'est passé comme prévu. On est satisfait de cette mission. Demain, il faudra faire face à une autre situation. Chaque intervention est unique. Aujourd'hui, ils ont sauvé une vie. Demain, peut-être des milliers. Mexico est une de ces rares villes qui vivra toujours dans l'ombre du désastre, sous la menace non pas d'un, mais de 2 fléaux naturels. La faille de Guerrero, véritable bombe sismique à retardement, prête à exploser. El Popo, la montagne irascible qui fume toujours. Un accident majeur n'est donc pas à écarter. Alors, pour les responsables de la sécurité de millions de personnes, le leitmotiv est toujours le même, vigilance incessante. Ils se préparent pour le pire en priant pour que ça n'arrive jamais. Mais cette fois, le jour J, les choses se passeront différemment. À Mexico, encore plus qu'ailleurs, on sait qu'une ville avertie en vaut 2.